Ligne droite. Le grand réveil. Cheminots, agriculteurs, pilotes de ligne, plusieurs appels à la grève ont été lancés par les syndicats. Certains annoncent aussi des actions et des manifestations, tandis que le gouvernement prône l'austérité budgétaire pour les années à venir, avec une prévision de 60 milliards d'euros d'efforts. Et sur les réseaux sociaux, on s'apprête à célébrer le 6e anniversaire des Gilets jaunes, avec des rassemblements prévus ce samedi. Jusqu'où la gronde va-t-elle aller ? C'est le sujet du grand réveil. On en parle avec nos deux invités ce matin, Benjamin Cauchy et Guylain Benessa. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Maud. Vous propose dans un premier temps de décortiquer cette actualité avec, dans un premier temps, donc cet appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs à manifester, un an après la très forte mobilisation qui avait conduit à de nombreux barrages, à des actions partout en France et en Europe. Cette année, non seulement les récoltes ont été mauvaises, mais les agriculteurs redoutent toujours le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Ils réclament également des éclaircissements sur les prêts garantis annoncés par l'État, des prêts à court terme pour des difficultés conjoncturelles. Beaucoup de promesses et beaucoup de vent apparemment. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même mobilisation que l'an passé, Benjamin Cauchy ? Bonjour à tous. Alors la mobilisation des exploitants agricoles, elle est quand même symptomatique puisqu'on est quand même sur une activité essentielle. Je reviens à toute cette terminologie qu'on a pu donner au secteur d'activité ces dernières années avec le confinement, mais là pour le coup, le monde de l'agriculture, c'est une activité plus qu'essentielle. Et aujourd'hui, ils n'arrivent plus à vivre de leurs moyens. On en a largement parlé sur vos plateaux et sur d'autres. La colère de l'année dernière qui s'est exprimée en février, me semble-t-il. C'était même pas l'année dernière, c'était déjà en février, juste avant le salon de l'agriculture, va redémarrer cette fois-ci de façon beaucoup plus costaud. La dernière fois, c'était, on va dire, les gros agriculteurs, ceux qui avaient aussi des beaux tracteurs pour descendre dans la rue. Là, ce seront également des petits exploitants. Et en Haute-Garonne, où je vis, je peux vous assurer que ce sont des jeunes gaillards, des jeunes couples qui ont entre 80 et 100 hectares et qui malheureusement ne peuvent plus survivre avec cette taille d'exploitation. On perd des centaines de milliers d'exploitants agricoles depuis une trentaine d'années. C'est un secteur d'activité qui est en train de se casser la figure et donc la question de la dépendance alimentaire est au cœur du sujet. Donc au-delà de défendre leur beefsteak, je crois qu'ils défendent aussi un morceau de notre civilisation et notre indépendance. Donc oui, effectivement, la colère gronde fortement et celle-ci est légitime par rapport à d'autres. On en parlera. On en parlera, Guylain Benessa. On a l'impression que le gouvernement est un peu démuni face à la situation que subissent les agriculteurs et face à une politique européenne qui a l'air de les dépasser. Je pense à ce nouveau gouvernement qui arrive en mettant directement les deux pieds dans le caca, si j'ose dire. Est-ce qu'ils sont... ne faites pas cette tête, Benjamin Cauchy. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui... Est-ce qu'ils seraient capables d'inverser cette situation ? Est-ce que ces manifestations, ces mobilisations des agriculteurs peuvent changer quelque chose et le gouvernement agir, réagir enfin ? Vous savez, moi j'en ai parlé à votre antenne, c'est triste en fait, au début d'année justement me semble-t-il, se loger dans le Mercosur, une question essentielle, et je pense que les Français, je pense que ça dépasse la question des gilets jaunes, des agriculteurs, etc. Je pense que globalement les Français savent maintenant inconsciemment ou directement qu'on leur ment à chaque fois, en tout cas qu'il y a des pans entiers qui ne leur sont jamais révélés. J'avais dit à votre antenne que la question du Mercosur, de toute façon, grand 1 ne dépend pas du tout de l'unanimité, mais de la majorité simplement au Parlement et à la Commission européenne, ce qui fait que de toute façon, qu'on soit d'accord ou non, on va bouffer ce traité. Donc c'était déjà... Et Emmanuel Macron a menti outrageusement en prétendant le contraire, en essayant de masquer les choses à l'époque. Et deuxièmement, et ça je me permets juste une remarque, vous vous rappelez que j'étais venu chez vous pour parler de mon bouquin En marche sur la tête à l'époque. Or... Et ce bouquin est sorti en mai, et je dis ça parce qu'à l'époque, j'avais fait l'effort de regarder quels étaient les mécanismes de sanction dans l'hypothèse où le traité de Mercosur passait et où personne ne respectait les normes environnementales. En gros, si le Brésil allait nous inonder de produits sans respecter les règles. Et vous savez ce que prévoit les traités européens, c'est merveilleux. Ils prévoient non pas des sanctions, mais des concertations, des discussions avec les pays susceptibles de violer les normes environnementales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de toute façon, il n'existerait absolument rien pour contraindre un pays du Mercosur à respecter les normes européennes. Voilà la réalité de ce qui va se produire les prochains temps lorsque le traité sera définitivement ratifié. Ça met un peu de temps, mais voilà. Donc je pense que cette situation-là, sans avoir besoin d'être un spécialiste, je pense que les Français le ressentent, que c'est trop gros, qu'on leur ment constamment. Donc on agite soit des milliards, c'était le chèque de Macron durant les Gilets jaunes pour s'acheter un peu de paix, soit on ment outrageusement quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour tenter de calmer la situation. C'était le cas des agriculteurs. Donc concrètement, vous me demandez si oui ou non
la mobilisation va changer quelque chose. Je pense qu'il y a une résignation générale à savoir d'avance que de toute façon rien ne va changer et qu'en plus entre-temps nous avons vécu un été politique et une dissolution qui était supposée être la grande clarification et qui s'est terminée dans un chaos avec Michel Barnier comme Premier ministre. Je pense qu'il y a une résignation généralisée, il y a quelque chose comme un abattement et il faut voir si ça, il y aura comment dire, une petite flamme qui va recommencer ou bien si on est dans cette résignation qui va se poursuivre. On va reparler de cette résignation justement dans un petit instant. Il y a une autre mobilisation qui est annoncée, autre grève, celle des transports ferroviaires, de la SNCF en l'occurrence. Il prévoit de bloquer le pays pendant les fêtes et Éric Ciotti, entre autres, a annoncé hier qu'il déposerait une proposition de loi en s'inspirant de l'Italie pour interdire la grève durant la quinzaine de Noël, les premiers et derniers jours des départs en vacances et les jours fériés. Il a raison de proposer ça, Éric Ciotti, Benjamin Cauchy? Ah oui, pour le coup, c'est une excellente initiative d'Éric Ciotti. J'espère qu'elle pourra être partagée sur une grande partie des bancs de l'Assemblée nationale, opposition et même majorité. Je pense que ça a du sens parce que clairement, la SNCF et les syndicats de la SNCF ne sont plus audibles. Alors, effectivement, il y a une mise en concurrence du fret qui est dans les tuyaux. Il y a également une ouverture à la concurrence de certaines lignes régionales qui va occasionner d'autres dates de grève également pour la SNCF. Peut-être que c'est légitime ou pas. À mon titre, pour moi, ça ne l'est plus, puisque ça fait quand même 15 fois en 20 ans, 15 fois en 20 ans que la SNCF prend en otage les Français entre la Toussaint et Noël. Donc ça commence sérieusement à bien faire et que peut-être que leurs revendications sont légitimes, mais désormais elles ne sont absolument plus audibles. Il y a un désamour entre la France et la SNCF et clairement, ils ont encore des statuts qui sont extrêmement avantageux. N'oublions pas que la France, l'État, le gouvernement, chacun d'entre nous versons 20 milliards d'euros par an à la SNCF déjà. Oui, Okay. C'est 2 fois le budget du ministère de la Justice. Donc je pense que le contribuable, je pense que chacun d'entre nous cotise déjà assez entre guillemets pour la SNCF. Et quand on est dans un marasme économique comme aujourd'hui, parce qu'on parle effectivement de la colère légitime des exploitants agricoles, peut-être qu'il y a une résiliation, c'est une vérité. Effectivement, je partage ton avis, Ghislain. Pour autant, il y a également une colère, c'est celle des chefs d'entreprise. 66 000 défaillances d'entreprises, des carnets de commandes qui sont en train de s'affaiblir, une balance commerciale qui est largement déficitaire et dont forcément nos entreprises ne sortent pas vainqueurs. Moi, dans mon domaine, je peux vous assurer qu'il y a plein d'entreprises qui appellent pour voir à la baisse les garanties santé et prévoyance qu'ils ont données à leurs salariés. On en est là. Donc aujourd'hui, il y a effectivement un véritable marasme économique. Et quand vous entendez des gens de la SNCF qui veulent faire grève alors qu'ils ont déjà un salaire moyen supérieur au salaire médian français, bon, ça passe pas. Donc effectivement, il y a une colère sourde, un problème de consommation intérieure, de demande intérieure, un problème d'exportation. Donc effectivement, toutes les corporations veulent tirer la couverture et récupérer un peu d'argent ou sauver leurs fesses. Mais là, c'est le pays qu'il faut sauver. Alors, Guilain Benessa, est-ce que vous partagez l'avis de Benjamin Cauchy sur ça, sur cet appel à la mobilisation, au blocage de la France et sur cette proposition d'Éric Ciotti pour empêcher ces grèves certains jours, certaines semaines de l'année? Je suis très partagé, très partagé pour une raison simple, c'est que je lisais hier soir un rapide papier alors je vais pas dire de bêtises, c'est du Centre d'observation de la société sur le phénomène de déclin de la grève depuis les années 60. En fait, excusez-moi l'expression, on ne grève plus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de grèves depuis longtemps. En réalité, on se focalise sur des grèves qui, par moments, rejaillissent. Je dis pas que c'est rien, je dis pas qu'il n'y a pas eu des manifs contre les retraites qui ont abouti à un ensemble de grèves, je veux dire, en parallèle, je suis d'accord, mais je suis sceptique dans la mesure où, en fait, nous n'obtenons, et alors je dis nous, les Français en général, peu importe, et je parle tout Français confondu, quels que soient les poussées de grève selon les secteurs, tout le monde, désormais en haut, s'en fout. Tout le monde s'en fout. Emmanuel Macron a brisé les grèves contre les retraites, les manifestations en jouant le pourrissement. Au bout, cette réforme est passée alors que 85% des actifs n'en voulaient pas, quelque chose comme ça. Et qu'on a eu, pour le coup, un vrai mouvement massif de grève et des manifestations monstres dans les rues de Paris, en France d'ailleurs, sur plusieurs semaines. Ça, c'est le premier point. Je suis sceptique sur vous voyez, je trouve qu'on met beaucoup l'accent sur les blocages, sur les situations ubuesques causées par la SNCF. Je suis pas forcément désaccord sur tout, mais je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a plus beaucoup de grèves, et lorsqu'il y a de la grève, ça ne donne aucun résultat. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément,
Alors Maud, vous allez penser que je suis vraiment parfois un optimiste de pacotille, qu'il est 7h19, que j'essaie de donner le sourire aux gens, mais tout de même, aujourd'hui, je pense que la dernière des choses à faire, c'est agiter une ligne de séparation entre les secteurs. C'est-à-dire, il faut bien faire comprendre aux Français en général que, globalement, plus rien ne dépend véritablement d'eux. Je vous donne un exemple simple. Benjamin Cauchy vient de dire on donne 20 milliards à la SNCF par an. Certainement. Mais les villes françaises donnent 1,3 milliard d'euros par an aux projets et aux appels à la culture en faveur de la diversité, de l'inclusion, toutes ces conneries qu'on nous vend depuis des années. 1,3 milliard. J'aimerais qu'on commence par arrêter de donner ou de mettre de l'argent dans tout ce qui structure la décomposition du peuple, dans tout ce qui fait que nous sommes dressés les uns contre les autres, dans tout ce qui fait que globalement le peuple français crève, plutôt que de commencer à séparer ou à distinguer ou à lutter contre les secteurs qui aujourd'hui veulent faire la grève. Il y a pour moi, d'autres priorités que ça. D'autant plus, je précise encore que, et ça c'est vraiment pour moi le vrai hiatus, la vraie impasse du gouvernement Michel Barnier, c'est que on s'amuse encore à discuter de potentielles taxes, à discuter à la marge d'augmentation d'impôts, à discuter de la fiscalité, alors même qu'il n'y a aucune réforme d'ampleur sur la superstructure française qui, de toute façon, noie, avale, digère et recrache à coups de milliards un fonctionnement étatique qui est complètement ubuesque. Alors, je ne rêve pas d'un Javier Milei, mais il est quand même qu'un type à la Trump dise il faut virer un certain nombre de gens qui ne servent à rien, il faut restructurer l'État de fond en comble, il faut reprendre la machine administrative complètement délirante que nous avons, et pas à coup de petits mots sur la décentralisation, la déconcentration, ce genre de conneries. Si ça on fait, je veux bien ensuite qu'on revienne sur le reste. Mais commençons par là où l'État est obèse, avant de commencer par fracturer les Français et les grévistes les uns contre les autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui en France, on a une figure, une incarnation, quelqu'un capable de mener une telle politique, Guilain Benessa, parce qu'effectivement, on dit, en tout cas beaucoup à droite, il faut s'inspirer de certaines politiques, oui, de Donald Trump, qui vient d'être réélu aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on serait en capacité d'appliquer cette politique ? Mais moi, je vais être très simple. C'est peut-être évident, assis sur mes fesses, encore une fois, à 7h21, nous avons avancé de 5 minutes, mais qu'est-ce qui nous en empêche ? À part la chape de plomb du politiquement correct qui fait que depuis 40 ans, on a même oublié d'avoir le droit de parler. Qu'est-ce qui nous en empêche ? L'embourgeoisement des politiques, on va dire, du Rassemblement national, par exemple. Mais ce matin, j'ai pas du tout envie de taper sur le RN, franchement, parce que quand je vois hier je veux dire, le réquisitoire absolument invraisemblable qu'on a eu dans l'affaire des assistants parlementaires, j'ai plutôt envie d'avoir un mot en faveur de Marine Le Pen que de commencer franchement à dire quoi que ce soit contre elle, au contraire d'ailleurs. Mais il n'empêche, qu'est-ce qui nous empêcherait aujourd'hui de penser mal, si ce n'est la volonté de faire comme si l'on pensait bien. Vous savez, ça fait penser à Nicolas Sarkozy, qui au début pensait, ou parfois pensait un petit peu mal, et ensuite a pris toujours le pli, le choix, a fait le pari de satisfaire, je veux dire, à la gauche bourgeoise modèle, à la bien-pensance du moment. En gros, il a agité le Karcher, on a fini avec Kouchner, comme on le disait à l'époque. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui dit « je vais passer le Karcher » et qui décidera de le passer ? S'il n'y a pas de volonté politique, naturellement, on ne fera jamais rien et les gens seront de plus en plus désespérés et se diront « finalement, le coup de balai qu'on m'a promis qu'on devait nous vendre ne sera jamais passé par qui que ce soit et la démocratie minoritaire façon En Marche va continuer longtemps. » Benjamin Cauchy, vous partagez ce que dit Guilain Benessa ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Je pense qu'on peut à la fois s'attaquer au wokisme et au gabegie pro-migratoire qui ruine nos collectivités locales. Je suis parfaitement d'accord. On peut aussi se poser la question légitimement de savoir si, par exemple, le fret ferroviaire doit être une prérogative financée par l'État. Tout simplement. Et là, on rejoint Milei, on rejoint effectivement cette nécessaire, comment dirais-je, dégraissage de mammouth qu'on appelle l'État, cette administration qui est complètement obèse. Mais je pense qu'on peut également s'attaquer à ces sujets-là. Donc pour moi, la grève de SNCF n'est pas légitime. Voilà. Concernant le problème de l'incarnation, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on n'a pas de figure. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on n'a pas de figure. On a des gens qui sont incapables de se rassembler. On a des leaders politiques aujourd'hui qui sont toujours dans le discours de l'union des patriotes pour les uns et l'union des droites pour les autres. En attendant, on attend les actes, nous, citoyens, entrepreneurs, et on ne voit pas que ça arrive. Je pense que ce qui va empêcher une rupture organisationnelle de l'État, Ghislain, au-delà du courage politique, c'est la démographie.
la démographie électorale. Et on a quand même un sacré paquet de retraités qui votent et qui, pour le coup, se disant, bon, il va rester 10 ans, 15 ans à tenir sur Terre. Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre mon pays à l'envers? Voilà, je pose cette question. Donc peut-être que pour 2027, c'est un peu trop tôt, mais que subi ou choisi, le virage libéral sera là en 2032, parce que la démographie électorale nous le permettra également. C'est très cynique, mais c'est vrai. Ouais. Je pense pas qu'il y ait que ce sujet de démographie électorale. Il y a la démographie tout court, à mon avis, dont on pourrait parler, mais bon, c'est pas le sujet. Ouais. On évitait de parler de ce sujet-là ce matin. Il nous reste 2 minutes. Il y a aujourd'hui un ras-le-bol général des Français, des classes populaires, des classes moyennes en voie de disparition, des entrepreneurs, des agriculteurs, des artisans. Tout le monde subit de plein fouet les taxes, l'augmentation des impôts, de l'URSSAF, du prix de l'essence, des matières premières. Tout devient cher. Et pourtant, on assiste, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à une sorte de résignation. En 1 minute chacun, messieurs, peut-on quand même assister à une espèce de sursaut, un retour des Gilets jaunes, un mouvement, quelque chose d'important qui permettrait de raviver un peu la flamme, quoi. Guilain Benessa pour commencer. Vous savez, il y a à la fois des motifs d'espoir et de désespoir, je sais pas. Je pense qu'en même temps, évidemment, il y a une résignation généralisée. On a bien compris que les gens ont le sentiment qu'on marche sur la tête, justement, que le monde tourne sans eux, mais en même temps, et là, je fais du Emmanuel Macron le matin au réveil. En même temps, vous savez, les Gilets jaunes étaient quand même une surprise et après presque un effroi pour les politiques qui ont vu ça s'installer durant des semaines. Et les agriculteurs, il y a 8 mois ou 9 mois environ, en début d'année, m'avaient surpris à la fois par la dignité de leur combat et par le superbe visage qu'ils renvoyaient de la France. Superbe. Il y avait quelque chose de magnifique de voir des exploitants sortir de chez eux. Je parle pas de tous. On va me dire, il y en a toujours 2, 3 qui posent problème, mais peu importe. Le visage global était formidable. Je crois que cet élan-là, lorsqu'il prend, rien ne l'arrête. Il faut qu'il donne un visage de manifestants comme ils étaient à cette époque, c'est-à-dire des manifestants positifs. Enfin, positifs. Ils sont étranglés, mais ils donnent un visage de la France qu'on n'a plus l'habitude de voir. Alors, je ne sais pas si c'est la méthode Coué ou un peu trop d'optimisme, mais voir des tracteurs débarquer à Paris comme au début de l'année pour faire la nique au gouvernement et indiquer qu'ils sont là, j'y crois quand même un petit peu et ça peut donner quelque chose parce que quelque part, au moins, on aura le sentiment que tout le monde n'est pas encore mort. Benjamin Cochet, j'ai pas le temps de vous poser cette question parce qu'on n'a plus le temps, mais on en reparlera parce que c'est l'actu et que voilà, vous reviendrez à notre antenne pour parler. Vous parlez beaucoup trop. Non, je rigole. Non, c'est un censeur, c'est un censeur. Merci beaucoup, messieurs. À très bientôt sur notre antenne.